Bonjour! Aujourd'hui, on va faire l'analyse littéraire de la nouvelle qui s'appelle Le Mouton Noir par Italo Calvino. Donc, pour cette analyse-là, oups, je vais juste changer l'orientation. Voilà. Donc, pour l'extrait que j'ai numérisé ici sur mon ordinateur, comme vous le voyez, j'ai tiré ça du recueil de nouvelles qui s'appelle « Nouvelles d'ici et d'ailleurs ». Okay? Donc, quand je parle d'un numéro de ligne ou d'un numéro de page, je fais référence à ce recueil de textes-là. Donc, Italo Calvino, il a écrit cette nouvelle littéraire en 1944. Donc, 1944, ça veut dire que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un parti politique en Allemagne qui s'appelle le Parti nazi, qui a pris le pouvoir quelques années avant le début de la guerre, et son chef, Hitler, avait des positions vraiment extrêmes, entre autres contre les Juifs, comme tout le monde connaît la triste histoire des camps de concentration et des camps de travail. Donc, en 1944, on est un an avant la fin de la guerre, la population du monde entier assiste à cette scène, assiste à cette situation absolument terrible et incroyable. Et Italo Calvino, à ce moment-là, il a 20 ans et il se questionne. Il se questionne sur l'humanité, il se questionne sur la société, sur comment des gens peuvent arriver à faire des actions comme ça. Donc, c'est dans cette recherche de mieux comprendre l'humanité et ces questionnements-là, il va écrire l'histoire Le Mouton Noir. Le Mouton Noir, c'est une histoire qui n'est pas réaliste. Ce n'est pas une histoire vraie ou ça ne pourrait pas être une histoire vraie. C'est un peu comme une fable ou comme une légende qu'on raconterait pour apprendre une leçon. Donc, c'est comme une mise en scène. C'est une histoire qui existe seulement pour réfléchir ou pour apprendre une leçon de cette histoire-là. Donc, on va la lire et on va ensuite faire l'analyse littéraire. Donc, Le Mouton Noir. Il était un pays où il n'y avait que des voleurs. La nuit, tous les habitants sortaient avec des pinces Monseigneur et des lanternes sourdes pour aller cambrioler la maison d'un voisin. Ils rentraient chez eux, à l'aube, chargés, et trouvaient leur maison dévalisée. Ainsi, tous vivaient dans la concorde et sans dommage, puisque l'un volait l'autre, et celui-ci un autre encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en arrive au dernier qui volait le premier. Le commerce, dans ce pays, ne se pratiquait que sous forme d'embrouille, tant de la part de celui qui vendait que de la part de celui qui achetait. Le gouvernement était une association de malfaiteurs, vivant au détriment de ses sujets, et les sujets, de leur côté, avaient pour seul souci de frauder le gouvernement. Ainsi, la vie suivait son cours sans obstacle, et il n'y avait ni riches ni pauvres. Donc, on voit ici dans cette histoire qu'on est dans un pays, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais on est dans un pays peuplé complètement par des voleurs. Peu importe que tu travailles dans le gouvernement, peu importe ce que tu fais, tout le monde est un voleur. Or, on ne sait comment, il arriva que dans ce pays, on trouva pourtant un homme honnête. La nuit, au lieu de sortir avec un sac et une lanterne, il restait chez lui à fumer et à lire des romans. Les voleurs arrivaient, et s'ils voyaient la lumière allumée, ne montaient pas. Cela dura quelque temps. Puis il fallut lui expliquer que s'il voulait vivre sans rien faire, ce n'était pas une raison pour ne pas laisser agir les autres. Chaque nuit qu'il passait chez lui, c'était une famille qui ne mangeait pas le lendemain. Pourquoi? Parce que lui, en restant à la maison avec la lumière ouverte, personne n'allait voler chez lui, alors ça créait un déséquilibre. Il y avait une famille qui n'avait pas pu voler personne, donc cette famille-là n'avait plus de nourriture, n'avait rien à manger, n'avait pas d'argent, parce que, à cause de l'homme honnête, tout le monde a pu voler quelqu'un, sauf une personne qui n'a pas pu aller voler chez lui parce qu'il était là avec la lumière ouverte. Donc, il a déstabilisé complètement le fonctionnement de cette société. On est rendu à la ligne 30. L'homme honnête ne pouvait rien opposer à ces raisonnements. Il se mit, lui aussi, à sortir le soir et à revenir à l'aube. Mais il n'était pas question de voler. Il était honnête. Il n'y avait rien à faire. Il allait jusqu'au pont et restait à regarder l'eau couler. Il revenait chez lui et trouvait sa maison dévalisée. Dévaliser, cambrioler, c'est des synonymes de voler. On est rendu à la ligne 36. En moins d'une semaine, l'homme honnête se retrouva sans un sou, sans rien à manger, la maison vide. Et jusque-là, il n'y avait rien de trop grave, car c'était de sa faute. Le malheur était que, de cette manière d'agir, naissait un grand bouleversement. Car il se faisait tout voler, mais pendant ce temps, il ne volait rien à personne. Il y avait donc toujours quelqu'un qui, rentrant chez lui à l'aube, trouvait sa maison intacte,
la maison qu'il aurait dû, lui, dévaliser. Le fait est que, au bout de peu de temps, ceux qui n'étaient pas plus cambriolés devinrent plus riches que les autres et ne voulurent plus voler. Et d'autre part, ceux qui venaient pour voler dans la maison de l'homme honnête la trouvaient toujours vide. Ainsi devenaient-ils pauvres. Okay? Donc, vous voyez que la présence d'un homme honnête dans toute cette grande société où tout le monde vole tout le monde, bien, ça crée un déséquilibre. Il y a des personnes qui deviennent riches et des personnes qui deviennent pauvres. Et ça, c'est une chose qui n'existait pas avant. Avant, cette société était complètement égale parce que tout le monde volait tout le monde, c'était égal pour tout le monde. Mais là, il y a un déséquilibre qui est arrivé avec la présence d'un seul homme qui était différent des autres. On est rendu à la ligne 51. Pendant ce temps, ceux qui étaient devenus riches prirent l'habitude, eux aussi, d'aller la nuit sur le pont pour regarder l'eau couler. Cela augmenta la confusion, car il y en eut beaucoup d'autres qui devinrent riches et beaucoup d'autres qui devinrent pauvres. Or, les riches comprirent qu'en allant la nuit sur le pont, ils deviendraient pauvres en peu de temps, et ils pensèrent « Payons des pauvres qui iront voler pour notre compte. » On rédigea les contrats, on établit les salaires, les commissions. Naturellement, c'était toujours des voleurs, et ils cherchaient à se tromper mutuellement. Mais, comme à l'accoutumée, les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Il y avait des riches si riches qu'ils n'avaient plus besoin de voler, ni de faire voler pour continuer à être riches. Mais s'ils arrêtaient de voler, ils devenaient pauvres parce que les pauvres les dévalisaient. Alors, ils payèrent les plus pauvres parmi les pauvres pour protéger leurs biens des autres pauvres. Et ils instituèrent ainsi la police et construisirent les prisons. De cette manière, peu d'années après l'arrivée de l'homme honnête, on ne parlait plus de voler ou d'être volé, mais seulement de riches ou de pauvres. Et pourtant, ils restaient toujours tous des voleurs. D'homme honnête, il n'y avait eu que celui-là, et il était vite mort, de faim. Alors voilà l'histoire de Italo Calvino. On va aller tout de suite regarder notre analyse. Donc, premièrement, on va regarder son univers narratif. Donc, au niveau des indices de temps, on a des petits indices de temps qui disent comme au bout d'une semaine, quelque chose comme ça. Mais, de façon générale, on voit que l'histoire se déroule sur quelques années parce que, à la fin, à la ligne 74, on dit peu d'années après l'arrivée de l'homme honnête. Donc, on voit que le fonctionnement de la société a été complètement bouleversé et qu'au bout de quelques années, ben c'est ça. Il n'y avait plus les voleurs, il y avait les riches et les pauvres. Le fonctionnement de la société a complètement changé en seulement quelques années. Les indices de lieu, on ne connaît pas le nom du pays où ça se passe, parce qu'on dit seulement au début du texte « dans un pays ». Alors, on ne sait pas où ça se passe, mais on comprend que c'est un pays imaginaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas réel, cette histoire. Le genre de ce texte, ben, le style d'histoire, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment comme une fable. Moi, personnellement, ça me rappelle un peu les fables. Est-ce que vous connaissez, par exemple, l'histoire du corbeau et du renard? Hein? On a le corbeau qui est sur un arbre avec un beau gros fromage dans la bouche. Et le renard arrive, il voit ce délicieux fromage et il veut le manger. Mais pour ça, il utilise son intelligence et il décide de manipuler l'oiseau qui tient le fromage dans son bec. Alors le renard, il dit... « Ah, corbeau, comme tu es beau! » Et il commence à le flatter, il commence à lui dire des qualités, à lui dire des flatteries qui vont tellement faire plaisir au corbeau qu'il va finir par ouvrir sa bouche pour montrer son beau bec. Et là, pfiou, le fromage est tombé. Et le renard a pu l'attraper et a pu manger son fromage. Il a réussi par son intelligence à déjouer le corbeau, à le manipuler. Okay? Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de fable où, dans le fond, c'est une espèce d'histoire un peu pour enfants dans ce cas-là, mais c'est une histoire qui a été imaginée dans l'objectif d'enseigner une leçon au lecteur. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ça, cette histoire-là. J'ai l'impression que Italo Calvino, il a inventé cette histoire pour faire réfléchir le lecteur au comportement des humains, dans le fond, et à l'évolution des humains dans la société. Donc, les personnages, on a l'homme honnête, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas plus d'informations à son sujet, on sait seulement que c'est un homme honnête et qu'il est très différent des autres personnes de sa société. On sait qu'il est mort de faim en peu de temps parce qu'il était resté honnête, donc il n'avait plus rien à manger, plus d'argent, donc il est mort de faim en quelques temps seulement. Et puis après ça, le reste des personnages, ben, c'est les habitants du pays. De façon très générale, on dit qu'ils sont tous des voleurs. Donc, ils ont comme pas de personnalité propre à chacun d'eux. On parle d'eux vraiment comme un ensemble qui se ressemble beaucoup. On dit qu'avec le temps, ils ont évolué, puis au lieu d'être tous des voleurs, tout simplement, ben là, maintenant, il y en a des riches, puis d'autres qui sont pauvres. Le narrateur, dans cette histoire, c'est un narrateur absent, parce qu'on utilise la troisième personne
j'ai dit du singulier, je voulais dire du pluriel, pardon, je viens de réaliser que j'ai fait une petite erreur ici. Donc, par exemple, ici, ils rentraient chez eux à l'aube. OK? Donc, en fait, que ce soit la troisième personne du singulier ou du pluriel, il y a les deux dans le texte. On voit que le narrateur utilise la troisième personne, donc il ne raconte pas sa propre histoire. C'est un narrateur absent. Et on peut même dire qu'il est omniscient, plus spécifiquement, parce que il sait ce que tous les personnages font et ce qu'ils pensent. Par exemple, quand il dit « l'homme honnête ne pouvait rien opposer à ses raisonnements », à la ligne 30, mais on sait, dans le fond, le narrateur omniscient, il sait que l'homme honnête, dans sa tête, il se dit « je ne peux rien répondre à ça, ils ont raison ». Donc, on sait ce qu'il pense, c'est un narrateur omniscient. Le schéma narratif de cette histoire, donc premièrement, la situation initiale, on présente le pays des voleurs, on présente le fonctionnement de cette société. Ensuite, l'élément déclencheur, ça c'est facile de l'identifier. Qu'est-ce qui vient bouleverser cette situation initiale? Mais c'est l'arrivée de l'homme honnête. C'est très facile de le détecter parce que c'est à partir de ce moment-là que tout va changer, tout va être bouleversé. Donc ensuite, le déroulement. La première péripétie, c'est les habitants qui expliquent à l'homme honnête que ses actions ont un impact sur le reste de la société. Ensuite, la péripétie 2, c'est l'homme honnête qui permet aux habitants de voler chez lui, par respect pour eux, pour leur façon de fonctionner. La péripétie 3, c'est quand les inégalités apparaissent et qu'il commence à y avoir des pauvres et des riches. La péripétie 4, c'est les riches qui essaient d'aller sur le pont la nuit comme l'homme honnête. La péripétie 5, c'est les riches qui paient les pauvres pour qu'ils volent à leur place. Et la péripétie 6, c'est les riches qui paient les plus pauvres pour protéger leur richesse. Ils n'ont même plus besoin de voler, ils ont juste besoin de protéger ce qu'ils ont déjà. Et pour ça, ils vont engager les plus pauvres avec un petit salaire, on peut très bien l'imaginer. Donc finalement, le dénouement, comment se termine toute cette mésaventure? Ben, les voleurs de ce pays ils sont restés des voleurs, mais au lieu d'être tout le monde des voleurs sur un pied d'égalité, maintenant, il y a des riches et des pauvres. La société a changé complètement en quelques années. Et la situation finale, ben, on dit que après toute cette aventure, il n'y a jamais eu d'autres hommes honnêtes dans cette société. Le seul homme honnête qu'il y a eu, c'est celui du début de l'histoire, mais il est rapidement mort de faim. Donc, c'est comme ça que le schéma narratif se termine, dans le fond. Comme je dis toujours, quand vous lisez une nouvelle comme ça, là, par exemple, quand vous êtes en train de lire plusieurs nouvelles, ben, si vous voulez vous souvenir de qu'est-ce qui s'est passé ou de qui sont les personnages dans quelle histoire, ben, je vous recommande toujours de faire un petit résumé. Donc, ici, le résumé que moi j'ai fait, c'est, en résumé, c'est l'histoire d'un homme honnête qui arrive dans un pays de voleurs. En étant différent des autres et en refusant de voler, il provoque une déstabilisation de la société. Un nouveau système de pauvres et de riches s'installe. Cet homme sera mort de faim rapidement, mais aura bouleversé cette société à tout jamais. Donc, la présence de cet homme-là va avoir complètement changé pour toujours le fonctionnement de la société. Alors maintenant, quelle est ton interprétation de cette histoire? Je serais curieuse de l'apprendre. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, mon interprétation de cette histoire, c'est que c'est un peu comme une fable, comme l'histoire du corbeau et du renard dont je vous ai parlé tantôt. Moi, c'est mon interprétation. J'ai l'impression que c'est une histoire qui a été inventée pour en tirer une leçon. Donc, quelle leçon est-ce qu'on pourrait tirer de cette histoire-là? Moi, personnellement, ce qui me fait réfléchir, personnellement, moi, comme lecteur, c'est que je me dis, bien, avec cette histoire-là, ça me fait me questionner sur le fait que, effectivement, tous les hommes naissent égaux, hein? On est égal au départ, mais qu'est-ce qui a transformé notre société pour que on ne soit pas égal? Parce que dans notre société, on regarde autour de nous, non, on n'est pas égal. Certaines personnes sont riches, ont des millions de dollars. D'autres personnes sont pauvres. Ils cherchent de la nourriture, ils n'ont pas assez de nourriture pour la journée. Alors, où est-ce que notre société a installé ce système-là qui a désavantagé certaines personnes et qui a mis d'autres personnes dans une grande richesse, dans une grande stabilité? Où est-ce que notre société a arrêté de mettre tout le monde sur un pied d'égalité pour avoir cet écart-là qui grandit, et maintenant, il est de plus en plus grand, cet écart-là. En fait, on a des multimilliardaires dans le monde. OK? Donc, pour moi, c'est vraiment une grande réflexion sur comment notre société et notre humanité est partie, tout le monde sur le même pied d'égalité, pour que, tranquillement, il y ait un écart qui se crée. Quel mécanisme dans notre humanité a installé ça? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, c'est beaucoup de questionnements sur le fonctionnement de notre société, selon moi. Alors, je serais très intéressée de savoir quelle est votre interprétation à vous.
Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire une petite question, un petit commentaire. J'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!